Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Demachi, j'ai créé Indigo Games en 2007. On a été à ce moment-là incubé à l'incubateur Belle de Mai et actuellement on est en pépinière, donc on est Open Media. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je suis aussi administrateur de Primi, donc beaucoup ici me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite vidéo de notre activité. Donc, alors, je vais essayer de lancer, si ça fait bien se lancer. C'est magnifique. Vive la technologie. Comme vous l'avez vu, on travaille sur les principes des réalités plurielles, donc flouter la distinction entre le réel et le virtuel, avec soit de la réalité virtuelle, soit de la réalité augmentée, vous avez vu quelques exemples. Et rapidement, sur notre activité, juste pour positionner, on fait à peu près un tiers de jeux vidéo, un tiers de serious game et un tiers d'événementiel, d'application, de la muséographie. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on est par contre 100% en prestation. On n'a aucun de nos produits qui est sur le marché public. On travaille exclusivement avec des partenaires. Donc, on crée en fait, on fait de la mise en musique de contenu. C'est ça notre métier. Soit sur des petites briques technologiques, on peut intervenir sur des petites briques technologiques, soit sur des réalisations complètes avec d'autres studios. Alors, on travaille sur d'autres plateformes, dont l'Oculus, on va y venir. Pour un petit peu accélérer, puisque ce qui est intéressant, c'est Unity. On aime bien être agnostique, on travaille à la fois sur toutes les plateformes avec beaucoup de technologies, en particulier une qui est intéressante, qui va nous intéresser par la suite, qui est Node.js, qui est une technologie réseau. Mais en fait, voilà, nous, ce qu'on aime bien, on aime beaucoup Unity. Absolument tout, j'ai vérifié là encore dans la vidéo, tous les produits que vous avez vus, toutes les applications que vous avez vues dans la vidéo de démarrage sont faites sous Unity. Toutes, même celles des musées de Marseille, certaines sont bien sûr plus évidentes que d'autres, mais on travaille, on arrive souvent, principalement à travailler avec Unity, actuellement sur des projets de réseaux sociaux, on travaille avec ce moteur. Donc on dépasse vraiment largement le cadre du jeu ou du serious game. Pourquoi est-ce qu'on aime bien travailler avec ce moteur-là? Déjà, c'est parce qu'en fait, on travaille avec depuis maintenant 5 ans. Depuis fin 2009. Et les avantages qu'on y a tout de suite trouvé, d'une part, c'est techniquement pour des développeurs, les développeurs de Unity viennent réellement du jeu, ont vraiment compris la façon dont la philosophie qui va déterminer la création d'un jeu. Et en fait, c'est un petit peu comme dans d'autres outils, c'est la configuration is by design. C'est-à-dire que a priori, on n'a qu'à poser ces objets et ça va marcher. Si ensuite on a besoin de rajouter des éléments, on peut les rajouter par script, mais on n'a pas forcément besoin de tout repartir, de tout reconstruire depuis le début. Évidemment, c'est multiplateforme et c'est un avantage, ça peut être un inconvénient. Ça permet de créer des produits multimédia.
Autre point très important, l'Asset Store. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près, on estime qu'il y a 800 000 développeurs qui travaillent sur Unity aujourd'hui dans le monde. Un petit peu comme un magasin d'applications, il y a un Asset Store en ligne qui permet de télécharger soit des éléments graphiques, soit des bouts de script, soit des outils. En fait, il y a énormément de choses qui vont permettre d'accélérer le développement et donc du coup de faire du prototypage rapide. Si vous avez un client qui vous demande quelque chose à tester, vous pouvez aller récupérer éventuellement un asset et l'utiliser. Pour info, vous avez la réalité augmentée quand on se balade avec la tablette. Le modèle 3D qui est derrière l'appartement a été récupéré sur l'Asset Store moyennant quelques dizaines d'euros. Ça fait des résultats très, très convaincants. On peut aussi travailler en collaboratif avec l'asset server, se partager les informations. Il y a quand même un certain nombre de contraintes. Et là, je vais reprendre vraiment exactement celle qu'a évoqué Mathieu de Kidzapil. D'une part, on dit multiplateforme, mais il y a quand même une limitation par le bas. Limitation des plateformes techniques des plateformes mobiles, soit sur les assets graphiques qu'on va y introduire, qui doivent être réduits ou avec moins de textures. On a aussi moindre accès aux fonctions natives, les capteurs ainsi que tout ce qui va être caméra, encodage vidéo, bref, tout ce qui va être un petit peu l'intelligence que vont mettre à la fois Google dans Android et Apple dans iOS. Parfois, on n'y a pas forcément accès, ou en tout cas pas accès dès le départ, le temps que Unity eux-mêmes intègre ça. Il y a quand même des performances moindres que d'autres moteurs de jeu, en particulier le Unreal Engine. Aujourd'hui, le Unreal Engine est utilisé en architecture, est très bien utilisé en architecture et donne des résultats assez spectaculaires. On peut supposer que Unity dans la version 5 va maintenant sortir des résultats similaires. Et le problème de l'intégration web qui a été évoqué avec Chrome, ainsi que le téléchargement des web players lorsqu'on fait un serious game et qu'on travaille pour des grands groupes comme EDF, Total et compagnie. C'est pas forcément facile de convaincre la direction des services informatiques d'installer un plugin de jeux vidéo sur les navigateurs de leurs salariés. Ça pose quelques problèmes. Donc il y a quand même un certain nombre de contraintes dont certaines vont être normalement corrigées pour la prochaine version de Unity 5.0 qui devrait sortir un jour. En tout cas, a priori avant septembre, ou alors ils auront vraiment l'air ridicules, mais ils s'en seraient capables. Ils sont des problèmes de compatibilité, de rétrocompatibilité. À force de rajouter, ils se retrouvent à devoir tout réécrire, et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour Unity 5. Donc avec de meilleures performances et de qualité de rendu graphique. Le rendu WebGL, donc on va enfin pouvoir se passer a priori de plugins. Et nous vraiment ce qu'on attend... On peut dire ce que c'est le rendu WebGL, juste pour... c'est du rendu 3D qui est a priori intégré d'ores et déjà dans les navigateurs existants. Chrome le fait assez bien, Firefox plutôt pas mal. Maintenant, on va aussi se retrouver face à des Internet Explorer qui, là, pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait au niveau. On peut espérer au fur et à mesure que ça va permettre un petit peu d'améliorer les choses. Mais surtout, on n'aura plus à télécharger d'abord un logiciel, l'intégrer et l'installer avant de pouvoir faire fonctionner ce genre d'outils. Donc, ne serait-ce que pour mes histoires de serious game avec EDF et compagnie, ça va bien améliorer les choses. Et nous, ce qu'on attend, ce sont des outils de test et d'intégration continue. Là encore, Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, chacun a ses outils, un petit peu de debugging, etc. Et surtout en fin de production, au niveau de l'intégration, c'est intéressant d'avoir quand même un certain nombre d'outils qui vont permettre d'améliorer les choses. Donc, effectivement, un outil qui est très peu cher, puisque la licence est de l'ordre de 1 500 € pour une plateforme, donc comptez en gros 4 500, de l'ordre de 5 000 € pour pouvoir développer sur toute plateforme. Il y a aussi certaines licences qui vous permettent de développer sur PlayStation ou sur Xbox. Enfin voilà, c'est un environnement avec lequel il est intéressant d'avancer aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça, nous, qu'on le traite depuis le début. Et vraiment, ça nous permet de réaliser à peu près toutes nos applications au fur et à mesure. On y est passé. Pour info, on a essayé, on a eu à faire un jour, en fin d'année dernière, un jeu de quiz qui devait sortir sur Tizen. Alors, ceux qui ne connaissent pas Tizen, c'est un OS qui est censé sortir un de ces quatre par Samsung. Je pense qu'à mon avis, il va tomber dans l'oubli avant même d'être sorti. Unity devait sortir dessus. À chaque fois, il m'envoie encore des mails régulièrement me disant que ça ne devrait pas tarder. Et finalement, on a dû développer en HTML5 et CSS qui font finalement des performances, si on oublie la 3D, sur le papier des performances comparables. Pour l'instant, dans les faits, c'est très différent. Et
dès que ça devient un peu graphique, vous avez en tout cas en termes de développement largement intérêt à utiliser Unity. Au bout d'un moment, vous allez atteindre des limitations d'HTML5 et CSS qu'on utilise assez régulièrement dans tout ce qui est WebDoc. Alors, rapidement, ce qui est aussi intéressant pour venir vous parler, c'était vous parler de notre projet Arsène, alors qui est vraiment, c'est même pas early stage, vous allez comprendre que c'est le tout début. Mais d'où en est l'origine? En fait, on a voulu faire un démonstrateur technologique. Il se trouve qu'on a dans nos tiroirs un très gros projet qui utilise le casque Oculus, et que pour réaliser ce très gros projet, on va devoir d'une part lever des fonds, et donc pour lever des fonds, prouver notre capacité à faire. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec le casque Oculus, la version 1 puis la version 2. Si vous ne l'avez pas encore vu, nos bureaux à la Belle de Mai sont ouverts pour vous faire essayer. On avait envie, dans le monde du jeu, de marquer un petit peu notre présence, de manière à ensuite pouvoir lever plus facilement de l'argent. Donc on voulait faire un démonstrateur technologique qui montrait un peu ce dont on était capable, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, l'utilisation de tablettes, du multijoueur par réseau. Et il y a un certain nombre de choses où, depuis qu'on s'est créé en tant que studio de jeux vidéo, on avait vraiment décidé d'aller vers là. C'est d'une part utiliser le gameplay asymétrique, travailler sur tout ce qui est gameplay asymétrique. Le gameplay asymétrique, c'est assez simple à comprendre. Ce sont des systèmes de jeu où les joueurs n'ont pas forcément les mêmes règles. C'est-à-dire qu'ils jouent au même jeu, mais ils ne vont pas avoir forcément les mêmes règles. Et là, en l'occurrence, ça va être le cas. Si vous voulez penser à symétrie, vous pensez à Avatar, vous pensez les forces en présence, et vous comprenez la symétrie de la chose, qui ensuite, par bien sûr des équilibrages et en l'occurrence dans Avatar, une sorte de Deus Ex Machina, va permettre un petit peu de rééquilibrer à la fin, de manière à ce que chaque joueur ne ressente pas frustré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas la même approche du jeu. En l'occurrence, il y a un joueur qui utilise un casque Oculus. Alors en l'occurrence, ici, c'est encore plus intéressant parce que ça va permettre... On a mis ici en scène le casque Samsung VR Gear, qui est aussi un casque Oculus, en fait, dans lequel vous glissez une tablette et qui permet en fait de jouer n'importe où. C'est-à-dire que avec cette configuration, vous pouvez jouer là tout de suite, vous pouvez jouer à côté grâce à des tablettes, des smartphones, quels qu'ils soient, l'intérêt du multiplateforme, et un casque Samsung VR Gear. Et donc on s'est dit, gameplay asymétrique, un héros, plusieurs autres qui essayent de l'attaquer, donc Pac-Man. Et on a développé comme ça un petit Pac-Man très sympathique, c'est vrai que j'aurais pu vous le montrer, un petit Pac-Man très sympathique, avec certains éléments de gameplay. Lorsque le personnage avec le casque Oculus levait la tête, il voyait comme dans une sorte de miroir la carte, et puis les autres essayaient de l'attraper. Donc on pouvait être le glouton. Voilà, c'est ça. Avec la casque, on pouvait être le glouton. Mais par contre, si on veut essayer de montrer nos capacités à faire de la réalité virtuelle, à utiliser les casques Oculus, on ne peut pas sortir ce genre de jeu, à moins de se faire immédiatement casser les reins par Namco Bandai. Donc des évidents problèmes de propriété intellectuelle. Donc l'idée c'était, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Conserver un petit peu le même gameplay en évitant toutes ces questions, toutes ces problématiques. Est-ce qu'on essaye d'inventer notre propre personnage ou est-ce qu'on essaie de trouver une licence qui soit suffisamment, sur laquelle on peut s'adapter et qui corresponde? Et on a trouvé Arsène Lupin. Arsène Lupin a été créé par Maurice Leblanc en 1907. Il vient de tomber dans le domaine public il y a 2 ans. Et c'est vraiment le personnage transmédia par excellence, parce que depuis sa création, il y a eu 24 romans par Maurice Leblanc et plein d'autres par d'autres. Il y a eu 22 films, 4 séries télé, 6 pièces de théâtre, des jeux vidéo. Bref, un personnage qui commence à être un petit peu connu et reconnu, en tout cas qui se prêtait bien, en tout cas à ce genre d'expérience. Et du coup, de la technologie et d'un personnage, on a inventé forcément un pitch de jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse total par rapport à une approche plus traditionnelle où on dit, voilà, éventuellement on a une licence, par exemple Corto Maltese, on a une licence, qu'est-ce qu'on va faire avec? Vous avez passé beaucoup de temps, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec? Nous, on a une approche qui est juste totalement inverse et presque irrespectueuse de la licence, pour être honnête. On se dit, voilà, on a une idée, on a une envie, et quelle histoire on va pouvoir greffer là-dessus? Donc, vous incarnez Arsène, évidemment, sans eux, un Arsène Lupin moderne, en dérobant des œuvres d'art au nez à la barbe de gardien, eux-mêmes incarnés par d'autres joueurs humains. C'était là que c'était intéressant. Le jeu jouable entièrement en mobilité présente un gameplay totalement différent entre Arsène et les gardiens. Très rapidement, le gameplay, Arsène est équipé de lunettes, donc on suppose que le personnage est équipé de lunettes de réalité augmentée afin de lui donner un avantage qui va permettre éventuellement de repérer les autres. Donc on a tout un tas de systèmes d'avantages qu'on peut gérer comme ça. Et le joueur, lui, n'a pas de la réalité augmentée, il a de la réalité virtuelle, il joue vraiment en réalité virtuelle.
et les gardiens, eux, ont des tablettes à la main, et exactement comme ils étaient dans un musée, ils peuvent se synchroniser de manière à encercler le personnage. Chacun gagne, chacun a ses buts, chacun a ses objectifs, chacun a ses méthodes de jeu. Je comprendrais bien que dans ce genre de jeu, la difficulté va être effectivement les playtests, puisque effectivement toute la difficulté va être de l'équilibrage entre les deux systèmes de jeu. Et pourquoi je vous dis que c'est extrêmement early stage? Parce que si le Pac-Man était relativement bien développé, celui-ci, on a vraiment quelques images et quelques vidéos. J'ai essayé de prendre une vidéo tout à l'heure, je ne suis même pas arrivé, pour tout vous dire. Mon développeur étant malade. J'ai réussi à construire la version de Unity, mais de là à en faire une vidéo, ça a été un tout petit peu plus compliqué. Bon, bref. Vous comprenez le système grâce à ce screenshot. Donc on a le personnage d'Arsène qui est là au centre de l'écran. D'ailleurs, il est en très mauvaise posture. Et il doit réussir à naviguer entre les caméras de surveillance et les gardiens de manière à atteindre le cube qui représente le Roda. Donc c'est vraiment une démarche qui est totalement liée à l'idée de faire une démo technologique, tablette, réalité virtuelle, avec Unity, avec de l'intégration serveur, donc Node.js ou Photon, qui sont deux technologies qui existent de manière à gérer du multijoueur et qui permettent de vraiment et assez rapidement créer des prototypes, puisque là ce que vous avez vu c'est de l'ordre de, c'est à peu près en tout et pour tout avec le code serveur, le fait de le faire tourner sur les tablettes, c'est une toute petite semaine de travail. De faire du prototypage rapide et de voir auprès de potentiels joueurs est-ce que ça peut être intéressant. Voilà. Donc c'est un projet qu'on mène en interne. Si on voulait le développer, de quoi on aurait besoin? À peu près de tout. On a besoin de graphiques, de scénaristes, puisque l'idée, maintenant, si on choisit effectivement la licence d'Arsène Lupin, autant quand même essayer de l'exploiter correctement et de caler le système de gameplay à une aventure. Et bien entendu, besoin de financement, puisque pour l'instant, ce n'est développé qu'en autoproduction sur les marges qu'on réalise par rapport à nos prestations. Voilà un petit peu cette aventure. C'est parfait, tu as tenu dans le temps imparti.